Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session. Ça me ferait un grand plaisir d'être de retour en Algérie. Ça date entre-temps de l'année 2019, quand j'étais également ici pour le CIFAL. Et entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Mon nom, c'est Eddy. Je viens de la Belgique, en plus du nord de la Belgique. Alors, le néerlandais, c'est ma langue maternelle. Pardonnez-moi quand je vais utiliser quelques belgicismes et je vais vous parler de 70 et 90 au lieu de 70 et 90. Pendant cette session, je vais vous parler de la situation des pénuries des médicaments en Europe. Et ça bouge? Ça bouge? Non, ça ne bouge pas. OK. Et lors de cette histoire que je vais essayer de vous raconter, on va jeter un coup d'œil sur la situation actuelle, les causes possibles, les solutions qu'on peut utiliser pour y remédier, quand même tenir compte avec quelques aspects de ESG, l'environnement, social, gouvernance. Et je vais mettre tout ça dans un contexte africain avant de terminer avec quelques perspectives pour l'avenir. Avant de commencer, je tiens à attirer votre attention sur deux études, deux livres blancs qu'IQVIA a déjà réalisés bien avant la pandémie sur justement le secteur de l'approvisionnement. De l'un côté, une analyse sur l'état des pénuries des médicaments en Europe, une étude qui date de 2019, mais avec quand même un certain nombre d'observations qui sont toujours encore très pertinentes. Et un autre livre blanc sur une solution possible qui est la création d'un stock d'urgence, les modèles qu'on a observés, les modèles qui existent en Europe, les coûts éventuels et la manière de les implémenter dans le supply chain officiel. Mesdames, Messieurs, on vit dans un monde qui est un peu cruel, qui nous a déjà donné les dernières années beaucoup de crises et d'événements particuliers, ce qui fait que sur un plan économique, on est arrivé à une situation que par l'inflation, la plupart des produits, et je parle des produits en général, pas uniquement les médicaments, mais la plupart des produits sont devenus extrêmement chers et restent chers à l'heure actuelle. Ce qui a également eu comme résultat qu'il y a quand même un changement et une augmentation du ratio entre la dette et le PIB dans la plupart des pays, avec résultat que beaucoup de pays n'ont pas les moyens, n'ont plus les moyens de faire les dépenses nécessaires, ou en tout cas, ils ont des moyens limités pour faire des choix, où est-ce qu'ils investissent et en quoi. Deuxième observation, c'est qu'il y a un changement fort au niveau géopolitique. Les grandes puissances qui existent, et qui existaient avant et qui existent toujours, montrent quand même un changement dans leur pouvoir, ce qui crée également un certain niveau d'instabilité. Et dans ce contexte, chaque partie va aller voir plus vite et plus fort quel est le système d'approvisionnement, quelle est la chaîne qu'ils peuvent mettre en place pour s'assurer et garantir que dans le futur, ils ont encore accès aux différents produits et aux médicaments dans le contexte actuel bien spécifique. Ce qui résulte dans un plus grand isolationnisme, chacun pour soi un peu, et avec plein de conflits qui sont en train de se mettre en place. Et finalement, on ne peut pas ignorer les changements climatiques. Les changements climatiques qui sont quand même directement liés à l'état de la santé, à la disponibilité de l'offre de soins et aux chaînes d'approvisionnement, et également, ça risque de résulter dans d'autres types de conflits. Avec comme impact que si les ressources qui sont disponibles pour la santé sont réduites, automatiquement, il y a moins de possibilités d'investir et ça risque encore d'agrandir le niveau de perturbation des différentes chaînes d'approvisionnement. On a vu ce type de phénomène en période de Covid, déjà en Europe par exemple, malgré le fait qu'il existe une loi sur le libre-échange des personnes et des biens, quand même très vite, il y a une série de pays qui ont fermé leurs frontières en disant plus d'exportation de médicaments.
Évidemment, si ça, ce n'est plus possible, surtout s'il y a des produits qui produisent certains médicaments, ça crée des pénuries dans d'autres. Après cette observation, après la pandémie, on a vu que différents gouvernements ont développé une réponse à cette problématique, notamment les États-Unis qui ont lancé leur Buy American First Program en disant il faut qu'on va renforcer la production au niveau national, surtout pour la liste des médicaments essentiels. Et on vous conseille d'acheter avant tout ce type de médicaments. Une activité similaire a été développée en Inde, où on voit également qu'un programme sur 10 ans a été mis en place pour soutenir et pour investir dans le développement de production pour la consommation et l'utilisation locale des médicaments les plus importants. Et en Europe, sous le chapeautage de l'EMA, le European Medicines Agency, il y a également un organisme qui a été créé qui analyse et qui regarde pour le moment et qui prépare un plan d'action pour essayer d'anticiper un prochain moment d'urgence, un prochain moment de crise et mettre en place toutes les mesures nécessaires pour avoir accès aux matériaux et aux médicaments nécessaires pour remédier à ce type de crise et au moins d'avoir la flexibilité de pouvoir faire appel à des partenaires pour remédier à ce problème. Mais le problème ne vient pas toujours directement de l'Est ou de la dépendance de l'Est, comme on a pu voir dans beaucoup de discussions. Vous êtes familiarisés avec le produit Ozempic et la petite sœur Wegovy qui ont été lancés il n'y a pas tellement longtemps et pour lesquels on voit déjà une forte pénurie. Les sociétés ne peuvent pas répondre à la demande des patients. Et hors de quelques composants qui sont nécessaires pour créer l'API, on constate, et tout le reste de la chaîne de production se situe en Europe ou aux États-Unis, on constate quand même qu'il y a une forte pénurie parce qu'il y a des problèmes avec des sous-traitants qui n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent pas à produire la bonne qualité, il y a des problèmes avec la production de certaines seringues et ça fait qu'entre-temps, la sémaglutide est déjà en rupture dans plein de pays en Europe. Ça veut dire que ce n'est pas toujours dans l'Est qu'on doit chercher le problème, mais à tous les niveaux dans la chaîne d'approvisionnement. Et si on regarde à l'heure actuelle les 10 molécules les plus importantes qui sont en pénurie en Europe, on retrouve dans ce top 10, déjà dans le top 3, on trouve déjà deux antibiotiques qui sont utilisés très couramment. Et comparé à l'étude qu'on a faite en 2019, où on constatait quand il y avait une molécule importante qui était en pénurie, que c'était très souvent uniquement dans 6 à 8 pays au niveau européen, on constate aujourd'hui, quand il y a une molécule importante qui n'est plus disponible, que c'est presque dans tous les pays de l'Europe. Et ça, c'est un changement quand même assez important à constater. La durée des pénuries semble d'être un peu plus ou moins sous contrôle. Un quart est résolu après 1 mois, 80% après 6 mois. Mais entre-temps, pendant ces 6 mois, il faut quand même encore trouver une solution pour servir le patient. Et qu'est-ce qu'on fait avec les 20% restants? Et chaque fois qu'il y a un problème qui a été résolu, mais il y a un autre problème qui se manifeste parce qu'il y a une autre molécule qui n'est plus disponible. Avec évidemment un effet sur la qualité de vie du patient, avec un risque médical, avec un risque de développement des effets secondaires. Et ça, c'est évidemment un coût qui est encore beaucoup plus élevé que de payer un prix raisonnable pour les médicaments à la base. Ça crée évidemment tout un doute sur la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement. À gauche, vous voyez voyez le laboratoire qui ont un certain volume de médicaments à leur disposition et ils doivent balancer la mise à disposition des différents pays de quel volume est-ce qu'ils mettent où. Parce qu'ils doivent essayer quand même de servir tout le monde. À côté de ça, on a le secteur de la distribution qui eux aussi, ils doivent
jongler avec le volume qu'ils ont disponible et s'assurer que tous les pharmaciens et tous les patients sont servis de l'une ou l'autre manière. Dans le contexte européen, on connaît le système de parallel trade, la vente de l'un pays à l'autre. Souvent, le grossiste est accusé du fait qu'il cause des pénuries en faisant ce trade parallèle. Il n'y a aucune étude qui a vraiment démontré ça, parce que si on fait du trade, c'est quand même sous des règles très strictes. Et là où la exportation parallèle pourrait être un problème, pour d'autres pays, l'importation parallèle pourrait être la solution justement pour remédier à la pénurie. Au-dessus de ça, on a le gouvernement, les autorités qui doivent essayer de mettre en place des règles, des mesures pour remédier aux problèmes, mais qui ont un manque de transparence. Ils n'ont aucune idée où le stock se trouve et où trouver le stock supplémentaire nécessaire pour répondre aux besoins des patients. Et en dessous, on a les pharmaciens qui, dans certains pays, ont la possibilité de substituer, ce qui évidemment facilite le problème, parce qu'ils peuvent prendre d'autres médicaments pour répondre, ou d'autres marques pour répondre à la demande du patient. Les pays où sa substitution n'est pas légitime, n'est pas autorisée, ça pose de plus grands problèmes. Quand même, là aussi, on voit que la pandémie a facilité certaines choses, parce que très vite, les autorités de pas mal de pays ont compris qu'ils ne pouvaient pas maintenir ce type de règles et ont quand même donné aux pharmaciens l'autorisation de substituer en cas de besoin. Mais les causes de différentes pénuries peuvent être très différentes. Je vais vite en parcourir quelques-uns. Au Japon, quelques sociétés qui ont fermé. Si la société ferme, elle ne produit plus rien, les produits sont plus disponibles. Le Brésil, malgré une bonne production locale, ils sont quand même encore fort dépendants de l'importation. Mais ok, si les frontières sont fermées, s'il n'y a pas d'exportation, ils ne peuvent pas importer de nouveau des problèmes. En Angleterre, au UK, un problème de planification, je vais vous citer un exemple plus détaillé tout à l'heure. En France, même le paracétamol a été en pénurie, à tel point que les grossistes limitaient le nombre de boîtes livrées à un pharmacien, et un pharmacien ne pouvait vendre qu'une boîte de paracétamol à un patient. Évidemment, le patient malin, il peut faire visiter plusieurs pharmacies et quand même avoir plusieurs boîtes en stock. En Suisse, un problème de retrait du marché. Aux Pays-Bas, ça c'est quand même un exemple assez particulier. Les Pays-Bas, ils ont dit, voilà, on va installer un système de sanctions. Si vous tombez en tant que laboratoire en rupture de stock d'un médicament, vous payez une pénalité. Mais si on regarde toute la gamme des génériques qui est sur le marché, il y a beaucoup de laboratoires qui ont dit, mais pour certains de ces produits, certaines de ces formes, notre revenu est tellement petit que ça ne vaut pas la peine de garder ce produit sur le marché. Le risque, si on tombe en pénurie, si on ne peut pas livrer à temps, la pénalité qui nous est imposée est tellement haute que ça ne vaut plus la peine. Le résultat, plein de laboratoires ont retiré beaucoup de formes, beaucoup de produits du marché. Le résultat, une augmentation du risque de pénurie, une augmentation du problème de disponibilité des médicaments. Et l'Italie, je ne vais pas dire trop de choses là-dessus, l'Italie n'a pas un fichier qui est bien tenu à jour. On peut encore trouver des pénuries sur la liste qui date d'il y a 2 ans et qui ont été remédiées entre-temps, mais ok, ça manque un peu de l'organisation pour alors nettoyer la liste et on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Maintenant, les causes de pénurie peuvent être TLRH. Et je sais qu'avant tout, la plupart du temps, on regarde d'abord l'industrie pharmaceutique, on regarde la production. Et effectivement, la production peut être impactée par différents aspects. La première, la planification de la demande. C'est souvent un problème de bien savoir combien ce qu'on doit produire. Il y a des attentes irréalistes. Et je reviens sur l'exemple de Wegovy, où clairement le besoin du marché a été fortement sous-estimé et maintenant il n'y a pas assez de capacité pour produire ce qui est besoin pour le marché. Une concentration de la production, sûrement un exemple qui a été cité plusieurs fois, il y a encore une seule usine en Chine ou en Inde qui produit l'API ou qui produit certains ingrédients, et ça fait qu'effectivement il y a un gros problème. Et souvent c'est le résultat des systèmes d'appel d'offres. Des systèmes d'appel d'offres qui ont comme résultat que le prix du médicament chute, chute, chute et chute.
pour arriver à atteindre un niveau, mais vraiment du sol, que c'est plus rentable. Et ça fait que les laboratoires, finalement, il y a encore un fournisseur qui est encore prêt à tel prix, à un prix minimal, de produire ce médicament. Et évidemment, ça crée une grosse dépendance. La pénurie mondiale, problème de fabrication. En 2018, par exemple, Pfizer avait un gros problème dans une usine qui était le seul usine qui fabriquait un analgésique pour le secteur hospitalier. Directement, 60% du volume nécessaire n'était plus disponible. Et parfois, les sociétés estiment aussi que le marché est mature, que ça ne va plus évoluer, et quand même, il y a une demande qui peut évoluer. Mais ce n'est pas seulement le secteur de l'industrie, le secteur pharmaceutique qu'on doit regarder, messieurs, dames. C'est également le secteur de la distribution qui peut jouer un rôle là-dedans. Dans le contexte européen, comme mentionné tout à l'heure, le libre-échange des marchandises, comme je vous ai cité, ça peut créer un potentiel, un problème, mais également ça peut amener une solution pour justement remédier à une pénurie. De l'autre côté, on a des canaux d'achat, des ventes en ligne, c'est de nouveau un autre canal avec lequel le secteur doit tenir compte et sur lequel on n'a pas beaucoup de visibilité. Est-ce que c'est un créneau, est-ce que c'est un créneau qui est important, qui se développe fort, ou est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'en tant que grossiste, en tant que laboratoire, on doit encore tenir en stock? Maintenant, on peut avoir des sites de vente en ligne tout à fait légaux qui fournissent de très bons produits, aucun problème. Je pense que pour des secteurs ou des gens qui habitent dans des régions plus rurales, c'est une solution évidente parce qu'ils ont beaucoup plus facile de s'approvisionner de ce médicament. Mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de cow-boys sur le marché. Encore récemment, il y a des médicaments illégaux ou des formes illégales et falsifiées d'Ozempic qui ont été retrouvés sur le marché européen. Parce que quand même, le patient, il ne trouve pas son produit à la pharmacie, il va s'adresser à ce genre de sources pour s'approvisionner. Et finalement, les ventes directes des laboratoires vers les pharmaciens et même parfois par l'intermédiaire des hôpitaux vers le patient. C'est de nouveau un canal qui n'est pas toujours très visible. Ça ajoute un niveau de complexité dans le monde de la distribution, peut-être les différents canaux qui se développent. Pour vous citer un exemple, presque 20% des médicaments en Allemagne sont distribués vers le pharmacien sous forme de vente directe. Alors le grossiste il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il doit encore faire, qu'est-ce qu'il doit prévoir. Et finalement, on a encore le patient. Le patient qui peut très fortement influencer la disponibilité des médicaments par son propre comportement, et je dirais même presque le comportement asocial. Parce que quand le patient il entend dans la presse « Ah, il y a peut-être un risque que dans 6 mois, tel ou tel médicament ne va plus être en stock », qu'est-ce qu'il fait? Le patient, il court chez le médecin pour avoir plus de prescriptions, il court à la pharmacie pour acheter plus de boîtes, et il va tous les mettre dans son armoire. Mais si tout le monde fait ça, à la fin, effectivement, il y a un problème de pénurie au niveau de la pharmacie, il y a un problème de pénurie au niveau de la grossisterie, mais il y a encore plein de produits qui sont disponibles dans le secteur. La demande médicale peut augmenter avec l'idée « moi aussi ». Et là, je vais vous citer un exemple. Il y avait une dame en Angleterre qui passait beaucoup à la télé, elle était très réputée, elle rentre dans l'âge de la ménopause, elle va chez son médecin et elle reçoit un traitement de substitution des hormones. Elle en parle à la télé, dans l'un ou l'autre interview, que ça lui fait du bien. Et imaginez-vous que beaucoup de femmes dans cette catégorie d'âge n'étaient pas traitées par ce type de médicaments, ne recevaient pas une alternative pour le changement d'hormones. Et ensuite de ça, plein de femmes dans cette catégorie d'âge ont été chez leurs médecins, des dizaines, des centaines de milliers qui se pointaient à la pharmacie pour un traitement et pour une prescription. Après quelques semaines, il n'y avait plus de médicaments disponibles et ça a été le cas pendant très longtemps parce que le marché n'était pas prévu, ne s'attendait pas à ce genre de phénomène. Et finalement, à la fin, effectivement, le nombre de patients peut très fort augmenter
parce que quand il y a une pandémie, quand il y a une épidémie, une infection, ben, on ne l'a pas toujours prévu et la plupart du temps, il n'y a pas la flexibilité de préparer ou de produire des médicaments en plus. De là, parfois, l'importance d'avoir un stock d'urgence de certains médicaments. Vous voyez que la chaîne d'approvisionnement est quelque chose de très complexe et qu'à chacun des niveaux, il y a une défaillance qui peut se produire, il y a un problème qui peut se produire. Maintenant, on constate quand même que la plupart des pénuries, et pour les médicaments, presque pour 95%, je vais quand même le dire, pour 95% des cas, sont des médicaments, des produits qui sont plus protégés ou qui n'ont jamais été protégés des génériques. Et là-dedans, on voit que pour une petite partie, ce sont des médicaments qui ont une source unique, un fabricant seulement, parce qu'il sait très bien le volume qu'il doit produire. Évidemment, quand il a un problème, c'est la panique totale parce qu'il n'y a plus rien. Mais de l'autre côté, le gros des problèmes vient des molécules qui sont multisources. Et pourquoi multisources? Si dans ce cas-là, dans un pays, on a 5 fabricants qui livrent cette molécule, il y a un qui représente 40%, mais il a un problème de disponibilité, il a un problème de production, c'est directement ces 40% qui sont plus disponibles. Les autres ne le savent pas, mais ils sont directement également impactés. Et ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de visibilité de quel laboratoire exactement a quel problème ou risque d'avoir quel problème de disponibilité des médicaments. Ainsi, on voit un effet domino et c'est très rarement que ce sont des produits innovants qui sont affectés par des pénuries de médicaments parce que la plupart du temps, ces médicaments, les produits de biotech, sont déjà produits en Europe et aux États-Unis. Et malgré cette situation, nous observons quand même dans 2 pays, le Danemark et la Suède, où ils fonctionnent avec des systèmes des appels d'offres, que les prix lors des 4 dernières années continuent encore à diminuer malgré la situation économique dont on vient de parler, malgré une demande accrue, quand même ça chute. Imaginez-vous, messieurs, dames, qu'au Danemark, il y a des appels d'offres tous les 2 semaines. Si un laboratoire gagne un appel d'offres pour la livraison d'une molécule, ils tiennent cette priorité pendant 2 semaines. Tous les 2 semaines, ça change. Vous voyez, un système pas évident à gérer. Et finalement, pour conclure cette partie, la pandémie a quand même montré qu'il y a des conséquences économiques suite à des problèmes de pénurie, problèmes d'approvisionnement en amont. On a déjà parlé de la disponibilité de l'API, mais ce n'est pas toujours l'API ou l'ingrédient de l'API qui pose problème, c'est également parfois les flacons, le vial qui n'existe pas, qui ne peut pas être livré, ou un problème de carton qui ne permet pas de faire la boîte ou la notice boîte parce qu'il n'y a pas de papier disponible. Finalement, c'est un problème qui peut être très complexe. Il peut y avoir des raisons commerciales, des approbations des nouveaux enregistrements ou une société qui utilise plus la chaîne de production pour un nouveau médicament ou un médicament qui est plus rentable que l'existante. Et finalement, du côté demande, le patient, où on peut avoir des pics de demande pour différentes raisons. Ce qui est surtout inquiétant, c'est ce que vous voyez du côté droit, c'est des effets négatifs qui sont reconnus, mais le coût que ça représente pour le traitement des patients. C'est finalement le patient qui en est victime, c'est également le professionnel de santé, le pharmacien, le grossiste, le médecin qui doivent investir du temps à trouver des alternatives. Et finalement, ça c'est un coût énorme avec lequel on ne tient pas toujours compte quand on parle du prix du médicament et quand on regarde qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça vaut pour nos citoyens. Comment est-ce qu'on peut remédier à ce genre de problème? Sur différents fronts. Un aspect logistique, on a déjà parlé des frontières fermées, il faut avoir des meilleurs accords. Le offshoring, il y a beaucoup de production qui se fait en Chine et en Inde, une forte dépendance, il y a une tendance à repatrier et ramener les productions plus proches d'où se trouve le patient. Le stockage, des modèles de stock d'urgence qui sont souvent très difficiles à implémenter dans chacun des pays, mais là également, il y a une collaboration multi-pays nécessaire et presque indispensable, une visibilité sur le volume de stock au sein des différents pays
et par la digitalisation, ça doit être possible de le réaliser. Un planning, une planification d'urgence, la mise en place de différents systèmes qui peuvent tracer quand une urgence s'annonce et avoir également la flexibilité pour y remédier, et des contrôles de qualité qui sont nécessaires parce que dans un moment d'urgence, on veut que plus soit produit et plus vite. Ça veut également dire qu'il y a des erreurs qui se font et qu'il y a parfois des lots qui finalement n'atteignent pas le marché parce qu'ils ont été de mauvaise qualité. Et parlant de qualité, on a quand même aussi constaté que suite au Covid, que le nombre d'inspections que le FDA, par exemple, est capable de faire a fortement chuté. Chuté parce que on ne savait pas rentrer dans un pays, il n'y avait pas d'accès, ce n'était pas possible. De l'autre côté, il n'y avait pas assez d'inspecteurs pour différentes raisons. Ce qui fait qu'on constate aujourd'hui qu'encore plus ou moins un quart des 8500 petites usines pharmaceutiques en Inde sont encore en ligne avec les normes internationales de fabrication de l'OMS. Et également, vous voyez qu'en Chine, beaucoup moins de contrôles ont été réalisés. C'est quand même un problème et toutes les autorités doivent essayer d'y contribuer, d'augmenter ça. Si on veut ramener la production, ça c'est quelque chose évidemment qui est plus facilement dit que réalisé. Il y a un aspect environnemental. La réglementation en Europe est beaucoup plus stricte que ce qu'on voit en Chine et en Inde. Là aussi, ça va évoluer, mais si on veut rapatrier une unité de production ou on veut en créer une dans le contexte européen, les règles point de vue environnement sont quand même beaucoup plus strictes et ça ont leur impact. La fabrication des produits innovants, la plupart du temps, ça se fait déjà en Europe et aux États-Unis, mais ça vont être les grands volumes de génériques dont on doit tenir compte et pour lesquels on doit essayer de trouver des alternatives pour repartir le risque. En tout cas, si on veut repatrier une production en Europe, c'est clair et net que ça va coûter beaucoup plus cher. Le coût d'emploi, le coût d'énergie, le coût de plein de matières premières, ça va avoir son impact. Et on peut bien avoir l'idée et le plan et l'argent pour créer une nouvelle usine. Quand même, ça prend 3 à 4 ans avant qu'on peut installer ça et rendre ça opérationnel. Néanmoins, il y a quand même certaines sociétés qui ont déjà pris des initiatives. Encore récemment, Sandoz a ouvert une nouvelle usine en Autriche, justement pour la production des antibiotiques. Très intéressant pour assurer un peu plus la disponibilité de ce type de médicaments. Et également Novo Nordisk et Lilly, dans le contexte de leur nouveau produit contre l'obésité, ils ont commencé à augmenter leur capacité de production, à faire de nouveau du insourcing. Récemment, il y a quelques semaines, Novo a encore annoncé qu'il rachète une société catalane qui a 3 usines de fabrication. Maintenant, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ils vont pouvoir augmenter leur capacité parce que ces usines ont des contrats avec encore plus ou moins une centaine d'autres sociétés, dont notamment Lilly, qui n'est pas content, et ils vont devoir gérer ça et ça ne va pas se passer directement. Et on peut voir le même type de développement dans le top 10 des sociétés au niveau mondial. Évidemment, il y a des approches alternatives à lesquelles on peut penser et pour lesquelles on doit bien réfléchir. La réaffection, le volume disponible qui est destiné pour le pays A, si le pays F en a besoin, est-ce qu'on peut réorienter les volumes nécessaires pour minimaliser l'impact sur le patient? Il y a des formes de certains médicaments qui existent sous forme intraveineuse. Est-ce qu'on peut trouver un modèle où on passe vers le système, un modèle intramusculaire? C'est déjà plus facile, ou même à une forme orale. Ça rend également le problème de production moins complexe et augmente l'accès aux médicaments de la part des patients. Et finalement, l'échange thérapeutique, si l'impact clinique n'est pas assez important, on peut peut-être envisager de même pas donner la même molécule, mais une molécule similaire pour quand même aider le patient et le traiter. Ou une solution évidemment tout simple, quand les poches IV en petit volume, en 50 ou 100 000 sont plus disponibles, on prend des poches en plus grand volume. Mais dans ce contexte-là, il y a quand même un producteur allemand qui a fait quelque chose que je trouve qui est très intéressant. Il a constaté
que 6 mois avant l'hiver 2022-2023 se passait en Europe, que déjà 6 mois avant, en Australie, il y avait quand même une augmentation de l'incendie, des différentes infections, parce que les gens sortaient plus, se rencontraient plus. Lui, il produisait un sirop pour la toux, normalement dans des bouteilles de 100 millilitres, mais est-ce qu'on vide tous la bouteille de 100 millilitres? Non. Alors il a décidé, il ne peut pas augmenter sa capacité de volume de production de sirop, mais il les a fait dans des bouteilles de 50 millilitres. Et avec ça, il a pu aider beaucoup de patients, et même pendant tout l'hiver, il n'est pas tombé en rupture de son produit. Quand même toucher un mot sur l'aspect ESG, qui va avoir un impact sur tout le supply chain. On ne peut pas ignorer qu'il y a une relation directe entre le changement climatique et la santé. On a des effets directs qui sont des tempêtes, des sécheresses, et ça va jusqu'au niveau, au niveau de la mer qui est en train de monter. C'est clair, ça va impacter des milliers et à terme des millions de gens. Indirectement, la qualité de l'eau, la pollution de l'air, changement écologique va résulter en avoir différents conflits entre pays et entre populations, avec un impact sur la santé, santé mentale, c'est clair, malnutrition, des allergies et ultimement peut-être même des empoisonnements. Tout ça va générer un coût, c'est estimé que ça va avoir un coût de 2 à 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. C'est énorme. Ça vaut la peine d'y réfléchir et de voir comment est-ce qu'on peut déjà investir, comment est-ce qu'on doit déjà investir ces montants, cet argent pour avoir une meilleure protection contre ces changements climatiques et également mieux protéger la santé de nos citoyens. Et il y a déjà plusieurs pays qui ont regardé, qui ont analysé l'impact du secteur pharmaceutique dans leur pays pour voir quel est l'impact qu'ils ont sur l'émission de carbone. Et 63 pays sont déjà engagés à soutenir l'initiative de l'OMS pour avoir un système de santé durable, et même 22 sont engagés à atteindre un net zéro. Et même quand on voit les autorités en Angleterre, la NHS, qui commencent à mettre dans les contrats avec les fournisseurs qui doivent démontrer un progrès, qui doivent faire preuve du fait qu'ils sont en train de réduire leur empreinte carbone. C'est plus un plan, c'est plus une idée, ça se réalise déjà aujourd'hui. Beaucoup de sociétés pharmaceutiques font également avoir ça dans leur ambition, dans leurs objectifs. Ça va être demandé par les actionnaires, mais également les sociétés pharmaceutiques vont s'adresser à leurs distributeurs des médicaments et vont dire qu'est-ce que vous faites, parce que pour eux c'est un scope 3 qu'on l'appelle, c'est un effet indirect. Qu'est-ce que vous faites pour réduire votre empreinte carbone? Et si vous n'êtes pas actif là-dedans, ils risquent de plus vous sélectionner comme distributeur préférentiel. Avec la IFPW, la Fédération internationale de distributeurs pharmaceutiques, on a créé toute une structure pour essayer de capter l'impact d'une manière structurelle. Il y a le changement climatique qui va se focaliser sur l'activité des laboratoires. De quelle manière est-ce qu'ils s'engagent dans la réduction d'émissions et quels sont les projets de récompense qu'ils ont d'un côté. Le transport et la logistique. Le transport, notamment, quelle est la forme de transport qui est utilisée? Est-ce que les distributeurs passent à des vannes électriques? Est-ce qu'ils utilisent des drones? Est-ce qu'ils utilisent des vélos? Il y a un distributeur, un grossiste en Hollande, par exemple, qui utilise des vélos électriques avec un chariot derrière, avec un panneau solaire dessus. Et de cette manière-là, il distribue les médicaments à Rotterdam et Amsterdam. Et évidemment, ça c'est beaucoup plus environment friendly que de le faire avec un van qui roule sur base du diesel. Les distances parcourues sont très importantes, le nombre de livraisons. Il y a encore plein de pays où le pharmacien est livré 4 fois, 6 fois, 10 fois, parfois même 12 fois par jour. Il va y avoir, à terme, il va y avoir un frein là-dessus parce que ça crée trop d'émissions et il faut remédier à ça.
tout l'aspect de l'opération et l'entreposage. Tous les nouveaux médicaments sont sujets à la chaîne froide. Pour ça, évidemment, il faut avoir des systèmes de frigo. Ça, de nouveau, prend de l'énergie, mais cette énergie, elle va venir d'où? Est-ce qu'on va la produire d'une manière agréable, d'une manière friendly pour l'environnemental? Et évidemment, tout ça risque d'avoir un impact sur l'individu, un impact sur la personne, un impact sur le patient. Maintenant, je veux quand même mettre un certain nombre de ces choses dans un contexte africain. Avant de passer au transparent suivant, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a une idée ou qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la taille du marché pharmaceutique global en milliards de dollars à prix sorti labo? Quelqu'un qui veut lancer un chiffre? C'est 50 milliards, c'est 5 milliards, c'est 500 milliards. Quelqu'un qui veut deviner? Quelqu'un qui a une idée? 100 milliards. 1100. Pas trop loin. La taille du marché pharmaceutique actuel à prix sorti labo fait 1400 milliards de dollars. 1400 milliards de dollars, c'est quand même énorme. L'Europe là-dedans fait plus ou moins 20%, 280 milliards de dollars. Mais, messieurs, dames, l'Afrique fait là-dedans 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur base des médicaments dans un secteur qui fait 1400 milliards de dollars au niveau mondial. Ça fait 1,7%, 1,8% de la consommation mondiale pour une population qui représente 17% de cette population. Et une population qui est prévue de croître d'ici 2050 à 25% de la population mondiale. Et il y a encore des grands pas qui doivent être faits pour y arriver. Et si on regarde la dépense par habitant dans ce qu'on appelle les pays développés, ça varie entre 500 et 2000 dollars par inhabitant, dépendant du pays. Quand on regarde l'Afrique, ça varie entre 3 et 67 dollars par habitant sur base annuelle. Avec mes félicitations, l'Algérie qui est tout à fait à droite, ça montre que vous avez déjà un bon système de couverture, un bon système de soins de santé, mais qui, dans un contexte mondial, a encore beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel pour évoluer. Mais finalement, quand on voit à droite, au-dessus de 50 dollars, il n'y a que... Il vous reste 5 minutes. Hein. Pensez à laisser un peu de temps peut-être pour prendre quelques questions, justement. Parfait, oui. Je termine. Qui ne couvre que 9% de la population. 12 d'autres pourcents sont au milieu. Et finalement, presque 80% de la population a moins que 25 dollars par an comme coût de traitement pharmaceutique. On a beau à dire que le marché africain va évoluer de 25 à 34 milliards de dollars d'ici 2027, et même si ça devient 50 milliards, ça serait encore bien, mais c'est encore loin en dessous de ce qui est nécessaire, de la disponibilité des médicaments et de affordability des médicaments nécessaires pour le marché africain. Pour moi, il y a 6 priorités. C'est investir dans un niveau de soins de santé universel, tenant compte avec le vieillissement de la population, créer un environnement intéressant pour la recherche clinique locale, et on compte beaucoup sur l'AMA, l'African Medicines Agency, pour créer cette base et cet environnement. Créer un environnement de travail positif avec beaucoup plus d'harmonisation des différentes règles qui existent au sein des différents pays, un soutien du secteur privé, et également ça veut dire une meilleure collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Évidemment, la digitalisation va aider et contribuer beaucoup là-dedans. Les 2 derniers slides pour vous donner un perspective. L'année passée, on a posé des questions au secteur de la distribution en Europe, et ça sont les réponses des fabricants. Quels étaient les défis qui étaient les plus négatifs pour leur activité? C'était la planification de la demande et l'approvisionnement, c'était l'augmentation des coûts de l'énergie, du gaz et du transport, et l'inflation et l'augmentation des salaires, tous les 3 des aspects qui ont un impact négatif ou très négatif sur leur activité. Et je termine par ceci pour dire que la sécurité de la chaîne de l'approvisionnement
mais elle est fragile, mais il y a des solutions pour optimaliser et améliorer la résilience. La transparence, il y a la digitalisation, il y a des solutions qui permettent de remédier à ça. On a la démondialisation de l'un côté, mais on peut préparer des usines et des sites et avoir des stockages de médicaments plus rationnels pour remédier à ça. Avoir des règles plus souples, point de vue achat et remboursement, et également tout l'aspect financier dans la mise sur le marché de nouveaux médicaments et la concentration de l'offre, devenir moins dépendant de l'Est, mais quand même avoir une diversification et ramener plus de production proche de l'Europe, pas pour ça nécessairement en Europe, mais quand même repartir le risque. Avec ça, mesdames, messieurs, je vais terminer. J'espère que mon histoire vous a quand même donné quelques éléments de réflexion, quelques sujets qui peuvent amener à une discussion avec vos amis et vos confrères, et peut-être quelques aspects qui stimulent votre créativité et l'innovation que vous pouvez apporter à cette chaîne d'approvisionnement. Je vous souhaite encore un bon CIFAL. Merci beaucoup, Monsieur Gélissen.